Bonjour, je suis le docteur Boudouin Bouanimbek, enseignant à l'Institut AVERES Plus de Marrakech. Dans le cadre de l'unité de formation obstétrique des polyvalents deuxième année, nous allons parler du diagnostic et de la surveillance d'une grossesse. La grossesse est un événement physiologique, c'est-à-dire qu'il est naturel, il est normal, ce n'est donc pas une maladie. Il a une durée moyenne de 41 semaines d'aménorrhée. Il faut savoir qu'il y a des grossesses qui sont d'emblée considérées comme des grossesses à risque, notamment les grossesses chez des femmes dont l'âge est inférieur à 16 ans ou l'âge est supérieur à 35 ans, et qu'à terme, 7,5% des grossesses vont aboutir à un accouchement prématuré. Les buts de la surveillance de la grossesse, c'est surtout de dépister et de prendre en charge des anomalies de la grossesse avant les stades de complications. C'est des moyens de lutte contre la morbimortalité materno-infantile et que l'OMS nous recommande 4 consultations prénatales, c'est-à-dire la première consultation prénatale, 2 consultations intermédiaires et la dernière au début du 9e mois. Mais il n'est pas impossible de faire des consultations prénatales à chaque mois. C'est exactement ce qui se passe actuellement dans les pays développés. Les objectifs de notre cours sont nombreux et nous allons essayer de les suivre au fil des explications. La première consultation prénatale, qui se fait avant la 16e semaine d'aménorrhée, elle a 5 objectifs particuliers. Le premier, c'est le diagnostic de la grossesse. Il faut savoir reconnaître que la femme devant nous est enceinte. Le deuxième, c'est le calcul du terme. Le troisième, c'est le dépistage des facteurs de risque. Le quatrième, c'est les mesures prophylactiques. Et le cinquième, c'est les conseils hygiéno-diététiques à donner à la patiente. Après avoir réussi à établir ces 5 objectifs, nous allons mettre sur pied un plan de surveillance de la grossesse. Le diagnostic de la grossesse se fait sous un certain nombre d'éléments. Premièrement, des éléments fonctionnels. Une aménorrhée secondaire, c'est-à-dire un arrêt des règles chez une femme dont le cycle menstruel était normal avant. Deuxièmement, des signes sympathiques de la grossesse qui peuvent être digestifs, c'est-à-dire des nausées, des vomissements, des envies fréquentes de manger. Des signes neurologiques, l'irritabilité, la nervosité et aussi la somnolence. Troisièmement, des signes urologiques, l'envie fréquente d'uriner chez des femmes enceintes qu'on appelle la pollakiurie. L'examen physique qui va examiner les seins, examiner le col, trouver un utérus augmenté de volume, il va rechercher le signe de Hégard, c'est-à-dire un ramollissement de l'isthme, et les signes de Noble qui sont ici un complément des cul-de-sac lors du toucher vaginaux. L'examen paraclinique, c'est des examens de confirmation qui vont confirmer la grossesse. Le premier examen paraclinique, c'est le dosage de la bêta-HCG. Cette hormone se positive à partir du 10e jour après l'ovulation. On peut faire aussi une échographie, qui est la première échographie de la consultation prénatale. On nous montre sur cette image comment palper les cul-de-sac à la recherche des signes de Noble. Le calcul du terme de la grossesse. Avant de calculer le terme de la grossesse, il va falloir déterminer à quel moment a débuté la grossesse. Pour rechercher le début de la grossesse, on va s'aider de la date de l'ovulation, de la date des règles et de la date du rapport fécondant. On peut aussi s'aider d'une échographie qui sera faite lors de la 8e ou de la 12e semaine d'aménorrhée. Le calcul du terme. Comment se fait le calcul du terme? En général, on sait qu'une grossesse va durer 39 semaines d'aménorrhée après l'ovulation. Je sais qu'au début du cours, j'ai dit qu'une grossesse dure 41 semaines d'aménorrhée. Pourquoi? Parce qu'on va ajouter les 2 semaines qui vont précéder l'ovulation aux 39 semaines de l'ovulation pour obtenir les 41 semaines d'aménorrhée. En pratique, comment va se calculer le terme de la grossesse? On imagine, pour un cycle de 28 jours, qu'on va prendre la date des dernières règles à laquelle on va ajouter 14 jours. Puis, on va retrancher 3 mois et ça va correspondre à 41 semaines d'aménorrhée. Ça a l'air abstrait, mais avec un exemple, vous allez facilement le comprendre. Un exemple, par exemple, vous imaginez que vous recevez une femme dont la date des dernières règles était le 12 avril 2006. Pour calculer le terme de la grossesse, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui ajouter 14 jours, ce qu'on a dit. On va ajouter 14 jours à la date des dernières règles, donc on va se retrouver au 26 avril 2006. Et puis, on va retrancher 3 mois. Avril moins 3 mois, c'est janvier. On va se retrouver au 26 janvier, mais de l'année d'après. Donc là, le terme de la grossesse sera probablement le 26 janvier 2007. Un autre exemple, vous prenez une patiente dont la date des dernières règles, c'est le 5 janvier 2007. Vous lui ajoutez 14 jours
C'est-à-dire, on va se retrouver au 19 janvier, et puis au 19 janvier, on retranche 3 mois, on se retrouve au 24 octobre. D'accord? Donc, la date probable ici de la grossesse, c'est entre le 24 octobre et le 17 octobre. Ou exactement, pour être plus précis, le 19 octobre, c'est le résultat que nous donne notre calcul. Dépister les facteurs de risque de la grossesse est aussi important que diagnostiquer la grossesse. Pour dépister ces facteurs de risque, on va commencer par les antécédents. Il faut rechercher un terrain d'hérédité, une HTA, un diabète, des malformations, des antécédents personnels, médicaux comme l'HTA, le diabète, les allergies et les vaccinations de la patiente, des antécédents chirurgicaux comme des traumatismes du bassin, comme des césariennes, et des antécédents obstétricaux, la gestité, c'est-à-dire le nombre de grossesses, la parité, c'est-à-dire le nombre d'accouchements, les fausses couches et les interruptions volontaires de grossesse. Il faut rechercher les complications gravitiques qui ont eu lieu au cours des grossesses précédentes. Il faut rechercher les modes d'accouchement, les nouveau-nés. Il faut chercher le poids, les pathologies, les malformations et s'il y a eu des décès au moment des accouchements ultérieurs. Les signes fonctionnels, il faut rechercher des vomissements graves au cours de la grossesse, des hyperthermies qui peuvent être des signes d'une infection, des infections urinaires, des infections génitales, qui peuvent être ici des signes et entraîner des menaces d'accouchement prématuré. Il faut chercher des signes de menaces d'avortement, des douleurs et des métrorragies. Les métrorragies, ce sont des saignements génitaux chez la femme en dehors des règles. L'examen clinique, proprement dit, va rechercher l'état général de la patiente, la coloration des conjonctives qui peut nous aider à savoir est-ce qu'il y a une anémie profonde, le poids, la taille, la tension artérielle de la patiente, l'abdomen, les membres inférieurs doivent être examinés, l'auscultation cardio-pulmonaire, l'état du périnée, du col et du vagin, le volume de l'utérus. Il faut aussi systématiquement rechercher les bruits cardio-fétaux, c'est-à-dire étudier les rythmes cardiaques fœtales avec cet appareil qui s'appelle le SUNCAI, qui est capable d'enregistrer les battements cardiaques du fœtus. Alors, l'échographie du premier trimestre qui se fait entre la 11e et la 13e semaine d'aménorrhée est là pour objectif, premièrement, le diagnostic d'une grossesse intra-utérine, car on peut avoir une grossesse mais qui ne se développe pas à l'intérieur de l'utérus, c'est une grossesse extra-utérine et l'échographie va nous permettre de nous assurer que le fœtus et l'embryon sont bien au niveau de l'utérus. Nous préciser le terme de la grossesse avec plus ou moins 4 jours de différence. Nous préciser le nombre d'embryons parce qu'aucun examen, à part l'échographie, ne pourra nous dire combien d'embryons il y a dans l'utérus et va faire une étude morphologique de l'utérus, de l'embryon. Les examens biologiques, il y en a ceux qui sont obligatoires, il y en a qui sont indiqués et d'autres sont recommandés. Parmi les examens biologiques obligatoires, on va rechercher le groupe sanguin de la patiente avec son facteur rhésus. Il faudra faire une électrophorèse de l'hémoglobine. L'électrophorèse de l'hémoglobine, ici, va nous permettre de rechercher le statut drépanocytaire de la patiente. Vous savez que la drépanocytose, c'est une pathologie qu'il faut rechercher systématiquement, surtout chez les sujets noirs. La numération globulaire, on va rechercher aussi la sérologie de la toxoplasmose, la sérologie de la rubéole et la sérologie syphilitique. On va faire une CBU à la recherche de signes d'infection urinaire. Il y a d'autres examens qui sont indiqués en cas de facteur de risque. On va rechercher une uricémie en cas d'hypertension artérielle, une glycémie en cas de facteur de risque de diabète et le test de Coombs-Direx si on a un résus négatif. Ce texte de Coombs va nous permettre de chercher des agglutinines irrégulières qui peuvent entraîner la mort fœtale in utero. Des examens qui sont recommandés, c'est la sérologie VIH et la sérologie contre l'hépatite B et aussi probablement contre l'hépatite C. Il faut prendre des mesures prophylactiques après avoir réalisé ces examens biologiques. Ces mesures prophylactiques sont par exemple la prophylaxie anti-anémique par la supplémentation en fer, la prophylaxie anti-palustre pour des personnes qui vivent dans des régions d'endémie du paludisme ou bien qui vont voyager dans des régions d'endémie du paludisme. Il faudra donner des conseils hygiéno-diététiques à la patiente. Premièrement, une alimentation équilibrée, riche en fer,
Deuxièmement, des attitudes et des interdits alimentaires, notamment pour lutter contre la toxoplasmose chez les patients qui ne sont pas immunisés. Ces interdits peuvent être pas de contact avec les chats, de bien laver les fruits et les légumes avant de les manger et surtout d'éviter au maximum de manger ce qui est cru. Il faudrait un repos suffisant, éviter les fatigues excessives et le respect du calendrier de suivi prénatal. Deuxièmement, il faudrait éviter l'automédication car nombreux de médicaments sont contre-indiqués au cours de la grossesse. Et enfin, il faut se préparer aux frais de santé car oui, l'accouchement, ça demande aussi de se préparer financièrement. Le plan de surveillance qui est recommandé par l'OMS indique 4 consultations prénatales obligatoires. La première avant la 16e semaine d'aménorrhée, la deuxième au 6e mois, la troisième au 8e mois et la dernière consultation prénatale au début du 9e mois. Ce plan il est modulable en fonction des risques. Ça veut dire que si vous avez une patiente qui présente des facteurs de risque qu'il faut surveiller, vous allez la convoquer plus souvent. Il y a 2 échographies qui sont systématiquement demandées. C'est l'échographie de la 22e semaine d'aménorrhée et l'échographie soit de la 32e ou la 34e semaine d'aménorrhée. Les consultations intermédiaires ont des objectifs précis. Premièrement, ils vont permettre de réévaluer les facteurs de risque antérieurement connus, de rechercher les signes d'une complication, d'évaluer la prise de poids par la mère, parce qu'une prise de poids excessive peut être aussi péjorative pour la mère, d'évaluer la croissance et la vitalité du fœtus, de prescrire les 2 échographies systématiques, de prendre des mesures prophylactiques et d'instaurer le congé de maternité si nécessaire. L'évaluation de la prise de poids. Les normes, c'est de prendre entre 500 mg et 1000 mg par mois au premier trimestre, de prendre entre 1 et 1,5 kg par mois au deuxième trimestre et de prendre 2 kg par mois au troisième trimestre. Maximum de poids qui doit être pris par la femme au cours de la grossesse est de 12 à 14 kg. Les mensurations de la croissance fœtale. Comment on va déterminer la croissance fœtale? On peut la déterminer par l'échographie ou bien par un examen physique extérieur en mesurant la hauteur utérine qui se mesure avec un mètre ruban. Entre le 4e et le 7e mois, il faut multiplier le nombre de mois par 4. Après le 7e mois, on doit faire plus 2 au nombre de mois. Si il y a une anomalie, il faut faire une échographie pour voir pourquoi cette hauteur utérine n'est pas normale. Je m'explique. Entre le 4e et le 7e mois, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre au 6e mois, on va faire 6 x 4, 24. La hauteur utérine doit être de 24 cm. D'accord? Après le 7e mois, on va faire plus 2 multiplié par le nombre de mois. D'accord? Par exemple, on aura 7 mois, on va faire 7 x 4, 28, et on va ajouter 2. Ça veut dire que la hauteur utérine au 7e mois sera à 30 cm. Alors, il faut évaluer la vitalité fœtale par les mouvements fœtaux actifs, par l'auscultation des bruits cardio-fœtaux, et s'il y a un doute, il faut recourir à l'échographie. L'auscultation des mouvements des bruits cardio-fœtaux se fait comme sur la photo à l'aide d'un stéthoscope de Pinard qui est un cône qu'on va poser au niveau de l'abdomen de la femme pour entendre les bruits cardio-fœtaux. Actuellement, les stéthoscopes de Pinard s'utilisent de moins en moins, surtout dans les pays développés, avec le développement des enregistreurs des rythmes cardio-fœtaux. L'échographie systématique à 22 semaines va ici avoir pour rôle d'étudier la morphologie du fœtus et l'état du col utérin. L'échographie systématique de la 32e ou la 34e semaine, elle ici va étudier la biométrie fœtale et va nous parler de l'insertion du placenta et de la quantité de liquide amniotique. Cette insertion du placenta est importante parce qu'un placenta mal inséré, généralement bas inséré, pourra entraîner une hémorragie qui peut être fatale à la mère et au fœtus. Désolé, petit problème technique. Alors, la suite de la surveillance prénatale va se faire par la vaccination.
Il y a des vaccins qui sont obligatoires au cours de la grossesse, notamment le vaccin antitétanique qui doit être administré chez la mère, 2 doses, entre le 5e et le 6e mois. En général, si la femme est déjà vaccinée, le vaccin n'est plus obligatoire ou bien on peut passer une dose au 7e mois. Le vaccin contre l'hépatite B, il est recommandé 3 doses à 1 mois d'intervalle au 5e, au 6e, au 7e mois de grossesse avec un rappel à 1 an, puis tous les 5 ans. Il faut faire une prophylaxie anti-rhésus négatif chez les femmes rhésus négatifs. Alors, il faut savoir que pour la première grossesse, un rhésus négatif n'est pas forcément compliqué, n'est pas forcément un problème, mais il deviendra un problème lors des grossesses ultérieures. Il faut faire une recherche des agglutinines irrégulières et transmettre ou bien injecter le sérum anti-D à la patiente pour pouvoir éviter des complications lors des grossesses ultérieures. La dernière consultation prénatale qui va se faire au 9e mois, elle a pour objectif d'évaluer le pronostic de l'accouchement. Premièrement, il faudra évaluer le type de présentation par la palpation de la région suspubienne. Si doute, on peut faire une échographie. L'échographie nous parlera de la présentation, à savoir que les présentations de siège sont des présentations qui ne sont pas les présentations de siège et les présentations transversales, les présentations de visage, ce sont des présentations qui contre-indiquent l'accouchement par voie basse, alors que les présentations céphaliques sont celles qui vont permettre un accouchement par voie basse facile. Toutes les présentations de siège ne sont pas contre-indiquées lors de l'accouchement par voie basse. On peut pratiquer, dans certains cas, des accouchements par voie basse, c'est des présentations de siège. On va évaluer le type de bassin par les touchés pelviens et toujours, si doute, recourir à une échographie. Il y a des autres éléments du pronostic. Par exemple, l'état maternel, est-ce qu'il y a des pathologies sous-jacentes qui vont empêcher un accouchement par voie basse? L'état du fœtus, son poids, un macrosome, un petit de très gros poids, ne pourra pas passer par voie basse. Un utérus, est-ce qu'il est cicatriciel? Est-ce qu'il y a des fibromes? Le segment inférieur, le col utérin et le périnée. Il faudra évaluer la souplesse. Où est-ce qu'il y a une cicatrice d'incision qui sera synonyme d'utérus cicatriciel? Alors, il y a des éléments de bon pronostic de l'accouchement. Chez la mère, c'est l'absence de pathologie, c'est un utérus qui est sain, c'est un col qui est ramolli ou ouvert. Chez le fœtus, c'est un volume qui est normal, c'est une présentation de sommet engagée, c'est l'absence de souffrance. Les modalités de l'accouchement, en général, c'est soit la voie basse spontanée, soit c'est une césarienne prophylaxique, c'est-à-dire pour éviter des complications, soit c'est une épreuve de travail ou une épreuve utérine, c'est-à-dire qu'on va tenter l'accouchement par voie basse, et si à ce moment-là, on se rend compte que c'est impossible, on va convertir vers une césarienne. On peut avoir recours à un déclenchement artificiel du travail chez les patients chez qui le travail ne se déclenche pas au bout du terme de la grossesse. Il ne faut pas oublier la prise en charge du nouveau-né à l'accouchement. Nous avons ainsi terminé notre cours sur l'accouchement. Nous allons pour la prochaine fois parler des présentations et aussi de ce qu'on appelle les éléments mécaniques de l'accouchement. Je vous remercie de votre attention.